Bonjour à tous, ravi d'intervenir dans le cadre de la mêlée numérique et d'être à Toulouse aujourd'hui. On va parler international, bien sûr, et on va surtout parler des astuces qu'ont trouvées nos chefs d'entreprise qui s'exportent avant et pendant la crise sanitaire. Et si, à l'issue de cette crise sanitaire, dans le rebond, ils ont changé leur modèle économique, leur schéma RH, leur schéma digital, leur schéma de commercialisation à l'international. Donc, je vais vous présenter le plateau. On va commencer à ma gauche, Claude Vialade, présidente des domaines Auriol, qui est spécialisée en négoce en vin et qui fait 85% de son chiffre à l'export. Pierre Denizet, président du groupe Calliope, et aussi président d'une association qui est présente à l'international, qui s'appelle Racine Sud, et qui a des filiales, notamment à Paris, Londres, Montréal et en Pologne. Omar Pierre Soubra, qui arrive chez nous avec 2 casquettes aujourd'hui. Il est président de la Chambre franco-américaine. Il implante des entreprises principalement aux États-Unis et principalement au Colorado. Et il est aussi conseiller du commerce extérieur. Jean-Pierre Boffy, président de Steam, qui est spécialisé dans les instruments médicaux, désinfection, voilà. Et qui a aussi des filiales à Casablanca, Tunis et Dubaï, qui fait aujourd'hui 20% de son chiffre à l'export, mais avec une ambition sur 2022 de développer d'autres points d'ancrage. Et Gilbert Réveillon, la société Mobilouvre, qui conseille les entreprises, surtout sur les États-Unis et l'Asie, et qui est aussi conseiller du commerce extérieur. Voilà, donc vous nous en parlerez un petit peu d'ailleurs de cette fonction qui peut intéresser des chefs d'entreprise sur leur accompagnement à l'international. Alors, honneur oblige, on va commencer par les femmes, parce qu'une seule femme sur le plateau. Claude, vous nous avez amené un petit film, mais surtout, j'aimerais savoir, puisque vous faites principalement votre chiffre d'affaires à l'export, comment vous avez rebondi pendant cette pandémie qui a complètement gelé les échanges à l'international? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir assurer une pérennité à votre groupe, continuer à maintenir quelques échanges, compte tenu qu'il n'y avait plus aucun salon professionnel et donc ça a dû être assez compliqué? Effectivement, passé la stupéfaction du début de la pandémie, qui laissait tout le monde un peu pantois sur ce qui s'est passé, la première question, et la question essentielle, c'était de maintenir le contact client. Et toutes les imaginations et toutes les solutions ont été créées dans ce cadre-là. La stupéfaction, elle a été de voir très rapidement tout le secteur traditionnel, à peu près 70 clients importateurs qui travaillaient sur la restauration, qui ont arrêté donc de commander. La stupéfaction, ça a été de voir la COFAS qui a annulé tous les encours clients de crédit. Et la stupéfaction, après, ça a été de voir tous ces importateurs qui revenaient vers nous, incapables de payer les commandes qui avaient été retirées donc, au mois de décembre. Donc, on a trouvé des solutions de ce côté-là. Ensuite, le contact client, ça a été effectivement tout ce qui était autour des introductions de produits. Donc, on a laissé tomber tout le secteur traditionnel au profit des points de vente proches des cœurs de ville, au profit de la vente par Internet et bien entendu sur les chaînes bio qui se sont développées très rapidement. Donc la deuxième adaptation de ce côté-là, ça a été effectivement de revoir les habillages des produits pour les adapter non pas à la vente sur table, mais à la vente sur étagère. Ensuite, il y a eu donc tout ce qui est en interne, le travail à distance qui a été mis en place et la nécessité de collaborer avec les salariés de l'entreprise. Heureusement qu'on a un serveur à distance qui nous a permis d'avoir des connexions Internet. Ils ont pu se connecter sur le système central et travailler régulièrement à partir de chez eux. Le dernier point qui a été important, c'est qu'on est passé donc du face-to-face, du contact émotif en matière de vin, dont il a été remplacé par du visuel. Donc le visuel, ça veut dire que sur les tarifs, par exemple, on a chaque château, et j'ai amené un exemple, on a fait des films sur chacun des châteaux, et en appuyant sur une petite caméra, et sur les nouveaux produits, on appuie sur une petite caméra, et on trouve un certain nombre de personnes, ou moi en tant que winemaker, en train de présenter chacun des vins. Bien entendu, ça veut dire que tout a été sous-titré
au moins en anglais. Tout a été adapté, au moins pour l'Asie, par des dégustations à distance qui ont été réalisées et avec une organisation totalement différente des réunions, à savoir quelque chose de plus magistral et les débats qui se tiennent en fin de réunion de manière à ce que tout le monde puisse s'entendre. Et ce qu'on n'avait pas prévu, bien entendu, c'est les investissements en matériel. Au début, on a chapeauté, comme on dit, c'était pas parfait, on passait par des zooms, des choses comme ça, et puis finalement on est passé sur une vague d'investissements de matériel audiovisuel et autres. Et le dernier point, c'est qu'on se retrouvait donc face à un nouveau type de fournisseurs, qui sont les fournisseurs que l'on a ici, tout ce qui est autour des vidéos, des drones et des choses comme ça, qui est une population beaucoup plus jeune, réactive, dans l'empathie, qui sait exactement où elle veut aller en matière de résultats. Et on s'est retrouvé face donc à un nouveau métier, qui est le métier de la vente visuelle à travers l'image. Voilà. Digitalisé. On s'est digitalisé. Alors vous n'étiez pas prêt du tout? Non, bon, pas prêt, on n'est pas plus en retard que ça. L'avantage des maisons familiales comme les nôtres, c'est quand même la réactivité. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il nous montre ce petit film? On le regarde, vous nous le commentez? Avec plaisir. Donc là, on propose... c'est un nouveau fournisseur. On a fait rapidement des appels d'offres, mais on a surtout marché par le réseau. On a fait marcher le réseau pour trouver des gens qui avaient notre sensibilité de maison familiale, qui étaient réactifs, avec des produits un peu plus originaux. Et là, je présente donc une des propriétés que l'on commercialise, qui s'appelle le château Cicéron, qui est également axé sur l'onotourisme. On va écouter. Patrimoine et d'une histoire. Il est clair que le face-to-face, le discours avec le winemaker est quelque chose qui est important. Notre plus grande adaptabilité, le rebondissement, a été de créer donc des films de ce type-là qui peuvent être entre 20 secondes et 3 minutes maximum, qui sont traduits, qui apparaissent sur YouTube, mais qui servent surtout d'illustration à toutes les réunions en visioconférence que l'on fait avec les pays de grande exportation, l'Asie, les États-Unis, les pays européens. Et est-ce que vous avez vu une chute de votre chiffre d'affaires importante quand même? Oui, la chute du chiffre d'affaires, on l'a eu sur tout le secteur traditionnel. On a 70 importateurs qui travaillent en restauration, dont là, c'est passé à zéro. Mais la réactivité, ça a été d'abandonner, et je m'excuse pour ce terme, d'abandonner le secteur de restauration au profit, comme je l'ai dit, des chaînes de distribution de proximité, au profit des chaînes bio qui ont éclaté en puissance d'achat, en part de marché, au profit des monopoles d'État, notamment les monopoles scandinaves et tous les monopoles d'État. Et en fait, et après, donc, toute la vente par Internet. Et on a certains de nos importateurs traditionnels, notamment des cavistes, pas de la restauration, qui ont eu la même réactivité que nous, qui ont abandonné leur point de vente en magasin pour se développer sur Internet. Et là, ceux qui sont allés vite ont pris des parts de marché. Pour nous, si on parle donc sur un chiffre d'affaires de l'entreprise à l'international autour de 15 millions d'euros, on a dû perdre à peu près 7 à 8% de chiffre d'affaires, mais par la capacité de rebondissement sur les secteurs que je viens de citer. La restauration, c'est passé de 100 à 0. Oui, bien sûr. OK.
Là, vous allez avoir des professionnels pour vous aider dans le futur, puisque Pierre accompagne les entreprises dans leur transformation digitale. Donc, il va pouvoir, si vous n'avez pas résolu tous les problèmes, vous en apporter des solutions à certains. Pierre, comment s'est passé les relations avec les filiales à l'étranger pendant cette crise sanitaire? Qu'est-ce que vous avez mis en place de particulier? Il est vrai que nos entreprises dans le digital étaient déjà accoutumées à la distance, au travail par les outils digitaux, puisque notre métier c'est de les fabriquer, donc forcément on est a priori bien équipé. Ce que ça a changé, je pense que vis-à-vis de la clientèle, les choses, la relation à notre clientèle n'a pas énormément bougé au moment du confinement, puisque les agences gèrent leurs relations clients en direct sur les territoires, donc, notamment au Canada, un petit peu moins en Pologne, puisque en Pologne nous avons plutôt un centre de développement. Et en fait, c'est plutôt le rapport avec les équipes qui a évolué. Donc les outils étaient là. Par contre, la proximité de relations pour gérer tout ce qui est sujet RH, embauche, problématiques diverses liées comment dire, à l'état, au moral index des équipes, a été un peu plus compliqué. Puisqu'évidemment tout le monde s'est retrouvé chez soi. Et les filiales qui sont des entités plus petites que la filiale française, où nous sommes un peu plus d'une centaine ici en France, ont forcément eu plus de difficultés à gérer cette distance physique avec les équipes. Voilà, donc pour nous, c'est le principal impact sur le lien à l'international. Nos clients ont continué leurs activités quand c'était finalement des clients qui déjà étaient équipés ou dont l'activité n'était pas évidemment liée fortement au présentiel. Et on a tendance à dire que les gens du digital ont hérité d'une croissance de business avec cette crise. Sans doute que les très gros acteurs, ça a été le cas pour les très gros acteurs, les plus petites boîtes ont été aussi quand même impactées par l'activité de leurs propres clients. Pour notre part, chez Calliope, on a un gros client qui organise des événements en France parmi les plus gros, Salon de l'Agriculture, Foire internationale de Paris. Voilà, donc ça laisse en plan des gros chantiers et donc évidemment une part de chiffre d'affaires qu'il va falloir reporter à plus tard. Donc évidemment, on a pu compenser par les acteurs qui avaient besoin de se digitaliser, comme les viticulteurs. Et d'ailleurs, on a ouvert quelques sites de vente en ligne pour certains, peut-être pas les viticulteurs, mais plutôt marchands de vin, on va dire. Donc ça a permis de compenser un certain nombre de décroissance de chiffre d'affaires chez certains clients. Voilà, donc dans l'ensemble, l'activité s'est plutôt bien déroulée pendant cette période-là, avec une légère croissance de chiffre d'affaires. Mais disons que ça demandait de redoubler d'efforts, notamment pour garder un lien relationnel pour gérer les problématiques humaines avec les équipes à distance, du fait aussi qu'on ne savait pas comment les confinements étaient organisés et quels étaient on avait, il faut le reconnaître, un petit peu du mal à y voir clair en France avec l'organisation du confinement, a fortiori dans les pays plus lointains, donc la Pologne par exemple, le Canada pareil. L'impossibilité de pouvoir voyager, ça nous a aussi mis en difficulté par rapport aux événements récurrents de l'année où comment dire, on fédère, on se retrouve, on pose les problèmes en face à face, en présentiel. Là, il a fallu s'adapter dans l'organisation de nos meetings, voilà, comme la plupart des entreprises l'ont fait, voilà, avec peut-être un petit peu plus de facilité parce que tout était déjà assez digitalisé, quoi. D'accord. Plutôt une faiblesse au niveau RH. Une fragilité au niveau RH. Faiblesse qui est liée finalement à la taille des filiales à l'étranger qui sont forcément plus petites que les entités françaises, quoi. Voilà.
Merci. Omar Pierre, alors vous, j'imagine que avec votre casquette de président de la Chambre franco-américaine et votre dynamisme à essayer d'implanter des entreprises françaises et européennes aux États-Unis, ça a dû être complètement paralysé? Alors au contraire, ça a été un vecteur de dynamisme. Après le film catastrophe de qu'est-ce qui se passe, on bloque tout. Nous, on a vécu aux États-Unis la crise avec 3 semaines de retard par rapport à la France. Donc on s'est retrouvé en confinement un peu plus tard par rapport à vous. Donc pour les petits malins comme nous qui visions, moi j'ai une chaîne d'épicerie française, donc je regardais ce qui se passait chez Carrefour, chez Auchan, Leclerc et Intermarché pour citer un peu tout le monde. On voyait voilà, les visières de protection, les gants, les masques, les gels hydroalcooliques. Donc on a pu faire en s'intéressant à la culture internationale, des stocks et sachant qu'on avait cette épicerie qui était considérée comme quelque chose d'essentiel pour pouvoir fournir de la nourriture aux gens, s'assurer que nos employés, notre équipe étaient plus en sécurité de ce qu'on en savait à l'époque. Donc c'est sûr que c'était pas évident. Donc on a pu faire ça. En termes d'implantation d'entreprises européennes, françaises, et aussi sur la façon de voir les choses avec le marché américain, le confinement, ça a permis aux gens de se poser aussi un peu, de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut faire. Et ces discussions qu'on peut avoir, que tu connais certainement très bien, sur quels sont les temps pour se développer, pour créer le business plan, pour aller aux États-Unis, pour quels sont les États, quelles cibles on doit faire, s'est retrouvé avec des dirigeants, on a échangé beaucoup plus facilement, beaucoup plus longtemps. Parce que, alors on a peut-être eu la chance de travailler avec des gens qui avaient des équipes qui s'occupaient de la RH, qui s'occupaient de la digitalisation, de choses comme ça, mais qui se disaient, là j'ai du temps, je peux réfléchir à ce qu'on veut faire vraiment une fois que la crise sera passée, une fois qu'on pourra se développer. Donc on a pu aller peut-être plus en profondeur sur certains sujets. Et l'aspect qui a été assez intéressant, c'est que les représentants d'entreprises américaines étaient aussi beaucoup plus disponibles. D'accord. Donc on a pu les mettre en contact dans des réunions Zoom, dans des choses qui étaient des Teams et d'autres projets pour pouvoir exploiter et explorer ce qui pouvait être fait. Et ça, ça représente beaucoup le côté américain qui, après le film catastrophe de qu'est-ce qui se passe, où on en est, le rebond, la recherche d'opportunités. Zoom en est un exemple parfait, petite société que personne connaissait et puis d'un seul coup se retrouve être une des plus grosses sociétés à influence sur le côté de visualisation, de communication à travers le monde. Pendant la mêlée, on a eu la chance d'avoir aujourd'hui une journée qui s'appelle VR Jam, donc qui est tout ce qui est la réalité virtuelle, réalité augmentée. Moi, à l'époque, j'avais des contacts avec la société d'Assosystème. On a organisé un événement en virtuel, alors pas que en Zoom, mais avec des avatars. On pouvait se balader dans un hall d'exposition et ça, l'aval virtuel nous a beaucoup aidé à développer ce genre de choses. Donc on a pu explorer des pistes qui, jusqu'à maintenant, peut-être qu'on les aurait explorées dans 4-5 ans sur un mode un peu expérimental. Et probablement dans le digital, c'est ce qui s'est passé également. Ça a accéléré cette transformation, ça a accéléré l'opportunité de développer les relations. En termes d'épicerie, nous, on a atteint les chiffres qu'on voulait faire en 2025, on les a fait en 2020. Parce qu'on a eu énormément de migration de personnes de chez Google, de la Californie, du New York, du Texas, qui sont venus s'installer au Colorado parce qu'ils avaient un cadre de vie beaucoup plus sympa pour un confinement. Ils étaient avec un pouvoir d'achat très fort puisqu'ils gardaient leur salaire californien, leur salaire new-yorkais en venant s'installer dans un endroit avec 300 jours de soleil. Je vous invite tous à venir nous voir au Colorado, ça sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera. Et ça a permis à certains business, alors il y en a qui ont complètement fermé, malheureusement, c'est tout. Et comme toujours, bon endroit, bon moment, un petit peu de chance, un réseau qui est pas mal, avec qui on peut échanger, discuter, a permis d'ouvrir d'autres portes. Et là, maintenant que le travel ban touche à sa fin au mois de novembre, on va avoir, et c'est déjà prévu, pas mal d'entreprises qui ont décidé de soit revenir voir les filiales en personnel, en présentiel, en face-to-face, et aussi d'aller prospecter, développer. On le voit aussi, par exemple, avec le salon de l'électronique, le Consumer Electronic Show, à Las Vegas. Commencez à réserver vos billets si vous voulez y aller, parce que ça se remplit très très vite.
les gens, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis le revenge traveling, c'est-à-dire que c'est le voyage de revanche, quoi. On a été tellement bloqués, tellement frustrés de ne pas pouvoir le faire, qu'aujourd'hui, trouver des billets sur une compagnie aérienne pour la période de Noël, ça va être difficile. Les gens partent en croisière, les gens ont envie de faire d'autres choses. Et au niveau du business, c'est enfin cette relation où même si on a pu travailler, digitaliser, se voir en Teams, en Facebook, sur YouTube et échanger, le côté humain est toujours le côté plaisir de se voir, parce que le business, ça se fait dans la journée, et puis le soir, on va dîner dans un restaurant, on échange, on accueille les gens à la maison pour rencontrer les enfants, la famille, etc. Et ça manque beaucoup aux gens. Mais Omar Pierre, quand vous parlez de gens qui se posent, qui prennent le temps de se poser les bonnes questions, ça concerne quand même déjà des gens qui sont sereins et donc des plus grosses structures que des start-up où les gens sont plutôt pris à la gorge, aux abois, et n'ont pas cette philosophie de se dire je vais profiter de cette pandémie pour me poser les bonnes questions, étudier, prendre du recul. Ça concerne quand même des gens qui sont déjà bien installés et pas des start-upers. Alors Emmanuel, je vais vous surprendre, on a levé plus d'argent en 2020 pendant la période du confinement. Les start-up ont levé plus d'argent que dans la même période en 2019. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, la même chose, les fonds d'investissement, les venture capitalistes, les business angels, ont réfléchi plus à ce qu'ils pouvaient faire, et donc ils ont investi plus dans les startups. Donc l'activité de la startup, en général, alors c'est pas, encore une fois, on généralise ici. Il y a eu des situations catastrophiques, et puis il y a des situations qui ont explosé. Et c'est vrai qu'on a pu avoir accès plus facilement aux fonds d'investissement, on a pu avoir accès plus facilement à l'argent. Il y avait plus d'argent qui s'est développé. Et aujourd'hui, c'est plus facile de lever pour une start-up que ça ne l'était avant la crise du Covid. Ou de la Covid, je ne sais pas comment dire en français, on peut dire les deux. Voilà. Donc, oui, cette énergie de survie a été transformée en énergie de qu'est-ce qu'on va faire, où on avance. Alors, peut-être qu'on a eu la chance, encore une fois, de travailler qu'avec des entreprises déjà qui nous ont contactés. On parlera du réseau des conseillers du commerce extérieur, mais c'est un réseau absolument formidable à travers le monde qui permet de contacter. Une de nos missions, c'est d'aider les jeunes, les entrepreneurs à venir développer un marché, à connaître, etc. Et peut-être que ces gens-là nous ont découverts parce qu'ils étaient coincés à la maison. Et n'avaient pas entendu parler de ce réseau, et ils ont fait le pas de se dire, tiens, il y a Monsieur Soubra qui est au Colorado, je vais lui envoyer un petit mot en disant est-ce qu'il va me répondre. Et étonnamment, on répond. On est un réseau très actif qui est là, et passionné et passionnant, avec des gens on est là pour aider les gens. D'accord. Jean-Pierre, vous confirmez ? Oui, je confirme, en tant que CCE aussi, que c'est un réseau dans lequel moi je suis depuis un peu moins longtemps, mais qui est vraiment en fait cette philosophie, cet ADN d'aider les primo-exportateurs, les post-étudiants et toutes les entreprises qui ont une intention, une problématique liée à un pays. On l'a pas dit, mais bon, les CCE, c'est 4500 personnes dans le monde. Pas uniquement en France, et c'est complètement transversal. Donc il va y avoir des startups, il va y avoir des très grands groupes, il va y avoir des banques, il va y avoir des acteurs très différents, ce qui fait que chacun peut y trouver réponse à sa question. Et alors j'imagine que quand on travaille avec les laboratoires, les hôpitaux et les cliniques, on est obligé, crise ou pas, de fournir du matériel. Comment vous avez géré ces flux internationaux ? Alors je vais répondre à deux niveaux. Oui, effectivement, on a eu la chance d'être dans le domaine de la santé, qui n'était pas le plus touché. Pour autant, en France, pendant 3 mois, on a divisé notre chiffre d'affaires par 2 aussi, parce qu'on ne pouvait plus accéder à tous les sites. Problème de sécurité, problème d'accès même à l'hôpital qui était sursaturé. Là, après cet événement sur ce trimestre pénalisant, nos clients, donc je parle des hôpitaux, ont réorienté leurs investissements. Ils étaient tellement focus sur les moyens de lutte contre la Covid que tout le reste était accessoire. On n'a pas encore retrouvé le niveau d'investissement que l'on avait avant la crise. Par contre, je rebondis sur ce que disaient mes amis et mon voisin en particulier. Nous, ça a été un moment propice
pour réfléchir à la stratégie. La société, c'est un peu moins de 100 personnes, c'est 20 ans d'existence, une implantation au départ très française, depuis 10 ans à l'exportation. On a réfléchi de manière beaucoup plus ouverte sur la nature des produits, les besoins du marché, les pays. On était déjà au Maroc et en Tunisie, comme vous l'avez dit, on a ouvert une filiale à Dubaï. On a accentué notre présence au Sénégal, au Bénin, en Égypte. On a même vendu une solution numérique à Hong Kong pendant la Covid, voilà, donc ce qui n'était pas forcément prévu. On a dans le groupe une filiale qui fait de l'informatique, qui développe des plateformes informatiques pour nos activités. Par contre, oui, ce qui était très pénalisant, ce que disait Pierre, les voyages. Oui. Les voyages, le principal, ou ce que disait Madame, le principal moyen de commercer à l'étranger, c'est souvent les salons, plus de salons. Plus de voyages, plus de relations avec les filiales, donc très compliqué de diriger à distance malgré le numérique une filiale de 15 personnes en Tunisie, dans des difficultés qui sont propres au pays, sans pouvoir y aller. Donc moi, voilà, je disais souvent avec humour, pendant un an, j'ai quasiment pas voyagé, ça ne m'était pas arrivé depuis 20 ans. Oui. Donc ça a changé la donne. Alors oui, le numérique nous a beaucoup aidés, on était déjà un peu numérisé, on a accentué tout ça. Maintenant, moi, quand on m'interroge sur le sujet, à l'export, la présence physique, elle est essentielle. On a perdu, nous, des marchés dans cette période-là parce qu'on n'était pas présents. Et nos distributeurs ont fait des choix différents de ceux de l'entreprise. De proximité, par exemple. De proximité, de disponibilité, voilà, de présence. Donc là, on a un peu souffert. Maintenant, moi, j'en garde quand même une vision très positive parce qu'effectivement, le positionnement aujourd'hui de l'entreprise, l'ouverture des marchés, la réflexion stratégique sur les produits, elle est quand même née dans cette période-là. Grâce à des outils numériques, d'ailleurs. On a gardé du lien grâce au numérique comme tout le monde. Un sujet aussi dont on a beaucoup parlé et qui va être un sujet d'avenir à l'export, la e-santé. Les pays en Afrique n'étaient absolument pas forcément prêts à ces modèles-là. Aujourd'hui, c'est l'explosion. Alors je parle surtout du continent africain que je connais mieux que les autres continents, mais clairement, je pense que dans le cadre de vos activités numériques, il reste des tonnes et des tonnes de choses à faire en matière de numérisation dans la santé, que ce soit effectivement du dossier patient dont on a beaucoup entendu parler, au pilotage à distance d'opérations, à simplement la gestion de données. Sur des pays où la donnée n'est pas disponible naturellement. Donc oui, je pense que ça a été, comme tout le monde, Madame le disait, c'est très surprenant quand on nous a annoncé que, voilà, on n'imaginait pas ça, on n'imaginait surtout pas que ça dure 1 an et demi. Et pour autant, ça a quand même été un moment privilégié pour réfléchir à l'export. Nous, ça nous a permis de faire des investissements, de gagner des appels d'offres à l'étranger sans y aller, et surtout d'investir pour préparer la reprise. Donc on a vraiment utilisé, pour le coup, ce qu'il pouvait y avoir de positif pour préparer le rebond. Et c'est vrai que, bon, là, ce qui est important aussi, et je vais faire un peu de pub pour les réseaux, on a aussi gardé beaucoup de liens à travers les réseaux dans lesquels on intervient. Alors les CCEF, évidemment. Moi, plus personnellement, Leader Occitanie, qui est un réseau très régional, mais qui a permis de garder le lien avec les adhérents, d'aider ceux qui étaient dans la difficulté, de les accompagner, de leur permettre d'amener aussi des solutions. Et puis globalement, en fait, l'ensemble des réseaux économiques qui se sont retrouvés dans des moments difficiles. Je dis souvent, c'est un peu dans la douleur qu'on se découvre des qualités. Là, dans cette période-là, je pense qu'on s'est découvert des qualités de rebond, d'adaptabilité, de réactivité, comme disait Madame. On a tous été plus réactifs qu'à l'habitude, quoi. Donc maintenant, le post-Covid, alors je ne devrais pas dire ça, moi le pré-Covid, je n'étais pas étonné. Mon métier, c'est de travailler dans des domaines où les bactéries et les virus sont monnaie courante. Donc nous, on était déjà dans dans ce comportement de prévention. Tout le monde a découvert les gestes barrières, nous on vit avec depuis tout le temps. Oui, depuis 20 ans. Donc globalement, ça a permis aussi d'expliquer à une plus grande partie comment on limitait les infections, quel type de comportement on devait avoir par rapport à des situations. Et même si on n'en a pas, nous, tiré les marrons du feu très directement, je pense qu'en termes d'éducation liée à la lutte contre les infections nosocomiales, on a progressé
tous dans notre ensemble. Voilà. Oui, et puis les gestes barrières qu'on continuera à appliquer. Qui resteront une Qui partie sont de notre- salutaires pour même d'autres. typiquement, je sais pas, Maladies. nous dans notre entreprise, cet hiver, on n'a quasiment pas eu de gastroentérite. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Ouais. Pourquoi ? Parce que lavage des mains, Bah ouais. parce que distance, parce que masque. Donc on a beaucoup parlé de la Covid, mais c'est valable pour beaucoup Bien d'autres sûr. pathologies. D'ailleurs, nos amis asiatiques l'ont compris depuis très longtemps. Hein. Ouais. Eux, ils font cette prévention naturelle à partir du moment où il y a ce déclenchement en fait de risque. Donc voilà, moi je reste très positif sur oui, ça a été dur, ça a été compliqué, peut-être moins pour nous que pour d'autres secteurs d'activité, hein, je le concède, mais ça a été quand même un moment extrêmement propice pour positiver et se préparer à la suite. Voilà, Alors Gilbert, moi je vais vous poser deux questions. De ce qui a été dit là, on en ressort deux choses. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'entraide. En tout cas, on voit sur le territoire régional, toutes les associations se sont rapprochées les unes des autres pour trouver des solutions, mutualiser des choses, etc. S'il n'y avait pas eu le digital, alors là c'était vraiment le film catastrophe. Mais il y a quelque chose qui est intéressant, c'est est-ce qu'il n'y a pas eu une sorte de... les pays se sont un peu refermés sur eux-mêmes pour faire travailler la proximité. Et est-ce que ça, vous qui travaillez beaucoup avec les États-Unis et l'Asie, est-ce que ça va se réouvrir ? Est-ce qu'il va y avoir vraiment une réouverture sur l'international, pour la France en tout cas ? Ou est-ce qu'il va y avoir encore une vague où les pays vont rester un peu concentrés sur eux pour déployer toute leur énergie à faire travailler plutôt l'économie locale que internationale ? Alors, merci de la question. Mais avant de répondre, il y a quand même des choses qui n'ont pas été dites encore et qui me paraissent fondamentales. Et je pèse le mot. Parce que quand on parle de virus, là, on a parlé d'un virus qui est le virus biologique, le virus qu'on connaît bien. Mais il y a un autre virus qui, lui, s'est décuplé à l'infini, c'est la cybersécurité, les cyberattaques. IBM parle de 1500% d'augmentation des cyberattaques. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas un hôpital en France qui n'a pas été hacké. Ouais. Il se trouve qu'une de mes activités, c'est d'être venture capitaliste, business angel. Et j'ai un petit tissu de 7-8 startups dans lesquelles j'investis, certaines que je garde, d'autres que je sors, etc. Et dans l'eau, j'en ai une qui est spécialisée sur la cybersécurité. Donc je peux vous dire que celle-là, elle a des activités qui n'a fait qu'augmenter, mais qu'on n'est absolument pas du tout préparé, et très mal préparé sur les enjeux de cybersécurité. Donc là, j'interviens justement au CES de Las Vegas, au GovTech, le 6 octobre à l'ambassade de France à Washington. Si jamais tu retournes aux US d'ici là, tu seras invité. Eh bien, tant mieux. Et c'est sur la cybersécurité. Donc il y a des vrais enjeux de santé, qui ne sont pas que de santé physique, voire de santé mentale, parce qu'on n'en a pas parlé, mais des couches socio-démographiques ont été affectées par cet isolement. Une des startups avec lesquelles j'étais en séminaire, le 14 mars, quand tout a été déclenché, j'avais prévu de passer une semaine avec eux, séminaire de ski et de boulot, repositionnement, travailler sur le positionnement stratégique, tout. Et puis, on est arrivé le vendredi, le samedi soir, on était au restaurant à 23h30 aux Arcs, à 2000 mètres d'altitude, la police qui arrive et qui explique qu'un quart d'heure plus tard, le resto s'est fermé. Et que le dimanche matin, plus personne ne savait quoi faire. Donc il y a eu un moment de panique. J'ai bien aimé votre description de la nécessité de retrouver les fondamentaux et puis de trouver des solutions. Dans ces startups-là, je rejoins parfaitement tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, c'est des moments où on a intensifié la réflexion, on a amélioré les positionnements, on a travaillé sur des nouveaux sujets, la digitalisation. Là, j'ai une des startups dans lesquelles on a travaillé fondamentalement sur l'automatisation des process pour faire des levées de fonds avec des fonds d'investissement territoriaux. D'accord. De plus en plus, ça répond maintenant à la question, je vais y arriver. Mais j'aime bien faire le tour d'abord parce que c'est important. Il y avait des choses, il y a des choses fondamentales qui sont vraiment à prendre conscience. C'est que la cybersécurité, c'est une discipline. On met en moyenne 220 jours entre le moment où on se fait pénétrer dans son système d'information et le moment où on prend conscience qu'on a été hacké. 220 jours en moyenne. C'est une moyenne mondiale. La France est à peu près dans la moyenne. Les États-Unis sont passés de 180 jours à 110 jours entre le moment où une entreprise se fait hacker et où elle le sait. Ça marche pour les startups, ça marche pour les hôpitaux, ça marche pour tout le monde. Donc,
Cette latence-là, elle est dramatique et je pense qu'on doit prendre conscience de cette période du Covid, des enjeux sanitaires, de gestes barrières qu'il faut avoir dans le numérique. D'accord. Et Oui. pas que dans la vie humaine, biologique, mais aussi dans le numérique. Et pour répondre encore plus précisément, je faisais à peu près 2 voyages par mois en Asie, Hong Kong, Shanghai, Pékin, Tokyo, et à peu près un voyage toutes les 5 à 6 semaines, Boston, New York, San Francisco, à côté de Denver. Telluride, j'adore. Toujours est-il que tout d'un coup, on arrête tout. C'est dramatique pour tout le monde, et ce qui fait que ça ne s'effondre pas, c'est les liens de confiance. Madame parlait du lien, la relation client. C'est fondamental si on arrive à établir des liens de confiance. Parce que là, du coup, ils ne tirent pas la prise tout de suite. Oui. Ils se disent, on va voir quelle est la solution sur laquelle on peut travailler ensemble. Des pays comme la Chine ont démontré et là, ça n'arrête pas. Hein. Ça veut dire que le Covid, c'est pas fini. Hein. Ils font 5000 hôpitaux en quelques semaines, qui vont être capables d'absorber des flux d'autres virus qui vont arriver. 5000 en quelques semaines. Ils en fabriquent 12 000 nouveaux par an. Oui. Tous les ans. C'est fou. Hein. Donc pas des hôpitaux de 50 lits, hein, à la taille du pays. Oui. Donc on voit des pays qui réagissent différemment. On a parlé de la donnée. Il y a une vraie valeur culturelle de la donnée. 3 comportements fondamentaux de la création de la donnée. Qu'est-ce qu'on fait avec la data ? Le continent nord-américain, c'est je fais de l'argent avec la donnée. Le président Trump, quand il est arrivé au pouvoir, la seule chose qu'il a dite, c'est vous, les opérateurs telco, on vous a financé pour les infrastructures, vous avez obligation maintenant de faire de l'argent avec les données de vos clients. Donc le fondement même de créer de la donnée, qui est le numérique dans lequel on est tous les jours, c'est faire de l'argent. L'Asie, et notamment la Chine, la raison d'être de la donnée, c'est de protéger la communauté. Pas l'individu, la communauté. D'où tout ce qui est fait, où maintenant TikTok est interdit en Chine au-delà de plus de 3 heures par semaine pour les enfants. Donc il y a des comportements qui ont été engendrés et démultipliés dans leurs effets à cause de la Covid et la prise de conscience de la réalité. Le modèle français, c'est la priorité de la donnée, c'est la protection de mes droits individuels. La protection de mes données personnelles, c'est fondamental, c'est un tabou. Donc on voit bien qu'il y a 3 compartiments bien distincts de ce que le numérique doit créer dans ses relations avec ses clients, avec ses partenaires, ou même avec son staff, avec son personnel. Donc les États-Unis devraient s'ouvrir à partir du 1er novembre. Aujourd'hui, pour en sortir ou pour y aller, il faut un National Interest Exemption. C'est-à-dire qu'il faut démontrer à l'administration américaine que ce que vous faites aux États-Unis, c'est un intérêt national pour les États-Unis. Est-ce que boire du vin, c'est un intérêt national ? Ça le devrait, parce que moi, je les emmène à l'ambassade de France et c'est du coup un Français qui va être bu parce qu'ils attendent une fois par an que l'événement ait lieu à l'ambassade de France à Washington pour boire du vin français. Donc c'est un intérêt national dissimulé, mais c'en est un vrai. La Chine, à mon avis, pas avant juin 2022, dans le meilleur des cas, sous certaines conditions, mais pas avant 2023. Voilà. Donc ça, je peux me tromper, mais c'est la réalité. Alors vous avez des clients et des fournisseurs qui ne le savent pas. Alors ce qu'a amené la Covid aussi, et cette immobilisation et ce repositionnement sur les enjeux stratégiques et les positionnements fondamentaux, c'est de prendre plus de temps pour prendre plus d'informations. Et le village global, dans l'information, aujourd'hui, il y a les fake news qui sont encore un autre caractère du virus numérique. Les fake news, alors il y en a partout, mais c'est le réseau qui permet justement de discriminer la fake news de la real news. C'est les outils technologiques, mais nous, pour des tabous déontologiques et éthiques, on s'interdit d'utiliser la reconnaissance faciale, on s'interdit de faire plein de choses. Certains pays ont forcé le trait sur l'usage de ces technologies. Donc là, il y a un rapport qui est sorti dans lequel j'ai pu mobiliser le réseau des conseillers du commerce extérieur, dont on va dire quelques petits mots tout à l'heure. Mais Jean-Pierre en a beaucoup parlé déjà. Il a oublié de dire que c'était sur 140 pays. On se doute bien que 5400 et on fédère, conseillers... Et on fédère des travaux stratégiques, des position papers, entre guillemets, des livres blancs pour les administrations comme la DG Trésor, la DGE, sur des sensibilités stratégiques pour la France. Alors on est bénévole, hein, on fait ça parfaitement bénévole. Donc l'esprit associatif dont vous parliez est clairement identifié, excusez-moi. Donc voilà, des pays qui vont s'ouvrir, des pays qui vont continuer à se renfermer de plus en plus, mais tous au niveau des startups et au niveau de l'internationalisation des entreprises, le go to global,
être local, dans son ancrage local, c'est fondamental, mais go global vient encore beaucoup plus vite. Ce qu'a amené déjà le numérique, c'est qu'une entreprise locale, pour qu'elle démarche à l'étranger, il lui fallait entre 3 et 5 ans, voire 7 ans, avant que les banques financent, avant que la COFAS accepte de laisser sortir cette entreprise à l'étranger. Il fallait qu'elle fasse la preuve de son concept sur son marché local pendant 5 à 7 ans. Le numérique a amené qu'aujourd'hui, l'état de l'art mondial technologique, il est instantané. Donc une start-up dans le numérique, si elle veut s'exporter, elle doit être tout de suite globale. Et on commence à avoir en France les écosystèmes qui financent cette approche globale à partir d'un ancrage local. Voilà. Alors je me retourne vers Claude pour savoir si, puisque vous êtes quand même dans un domaine très très affectif, le vin, c'est la terre, les racines, on fait déguster, on sent. Ce que vous avez mis en place à distance pour envoyer des échantillons, les faire tester à distance, il va y avoir une reprise des salons en présentiel, j'imagine, du vin. Est-ce que vous allez quand même conserver, parce que ça coûte moins cher, ça évite des voyages, ça évite du budget important, est-ce que vous allez conserver des choses que vous avez mis en place pendant cette crise sanitaire dans cette sortie de crise ou... Nous sommes dans l'expectative. Nous sommes dans l'expectative. Ce qu'il y a de clair maintenant, c'est que, et je suis tout à fait d'accord avec vous, les clients ont envie de voyager. Et là, dans les 15 jours qui arrivent, on reçoit des Asiatiques, on reçoit des Allemands, on reçoit des acheteurs des monopoles scandinaves. Donc, il y a véritablement un besoin de venir voir ce qui se passe. Ce besoin est peut-être quelque chose de fortuit, de ponctuel face à la situation du millésime. Vous savez que la France va produire à peine 50%. On a une déclaration de récolte famélique. Et donc, les acheteurs viennent voir exactement ce qui se passe. Mais on a quand même beaucoup de convivialité. On organise des repas dégustation, des thèmes ludiques autour de la truffe, des choses comme ça. Et ils sont quand même très demandeurs. En matière de salon, donc, ils ont repris. Le premier salon qui va se passer, c'est Millésime Bio qui est à Montpellier, qui est un salon de référence au niveau mondial. Il y a Wine Paris en suivant, et puis bien entendu Provine qui a pris le dessus sur tous les salons mondiaux, y compris Vinexpo, qui a détrôné Vinexpo. Et là, donc, sur un salon comme Provine, on prend la même superficie. Il faut savoir qu'un salon nu, sans les accompagnements, billets d'avion, hôtel, etc., c'est autour de 20 000 euros. Donc c'est quand même simplement le stand. Sur Wine Paris, étant donné que c'est sur le secteur français, on a diminué la couverture. On a diminué le stand par 2. Par contre, sur Millésime Bio, on l'a multiplié par 2, puisqu'on est sur des produits d'innovation qui intéressent le monde entier maintenant. Et sur Provine, on maintient, c'était déjà un grand stand, on maintient avec le nombre de mètres carrés et le même nombre de ressources humaines. Pour le reste, sur le secteur traditionnel, je suis un peu moins optimiste que ce qui a été dit. Il va y avoir des pots cassés. Le problème, par exemple, si je regarde sur l'Asie, on a des délais d'acheminement des containers parce que les lignes maritimes ne sont pas ouvertes. On a quand même des échéances qui sont la fête de la Lune, qui sont un certain nombre de choses, et on est pénalisé par ça. On est pénalisé par l'attitude de certains ports français. C'est pas normal qu'en étant en Occitanie, on préfère remonter donc les containers sur le Havre plutôt que de les faire repartir de Fos-sur-Mer. Il y a quand même des problèmes de type politique qu'il va falloir poser sur la table de ce côté-là pour aider à la meilleure réactivité. L'autre point également, c'est qu'on a traversé la pandémie en faisant appel au PGE sur une boîte familiale comme les Domaines Auriol. C'est autour de 900 000 euros. Il va falloir quand même le rembourser. On n'a pas voulu passer à l'emprunt. Et je ne suis pas persuadée qu'on va faire le double du chiffre d'affaires, compte tenu de ce que j'ai dit, qui est la spécificité du millésime famélique sur 2021. Donc c'est pour ça aussi qu'on réduit la voilure sur les stands, parce qu'on sait qu'on ne va pas avoir du vin à vendre. Mais il va y avoir donc un remboursement, un retour vers les banques de ces sommes empruntées. Et là, on prévoit déjà le passage donc d'emprunts à moyen terme qui sont les PGE par un emprunt à plus long terme, par une hypothèque du siège social, de manière à lisser sur le long terme. Donc là, de ce côté-là, il y a des démarches au niveau des pouvoirs publics, il y a des démarches au niveau des chambres de commerce qui sont absolument des différents
Et réseau, pour ma part, je suis au conseil d'administration de l'AREA, l'association régionale des entreprises agroalimentaires. Et là, donc, on a à faire une démarche pour lisser un maximum et permettre aux entreprises de rebondir et d'avoir surtout la capacité d'autofinancement en matière de recherche, de développement. Et on n'a pas toujours les banques qui sont extrêmement empathiques de ce côté-là. On sait bien ça. Pierre, vous avez fait appel à un PGE chez Calliope ? Oui, on a fait appel à un PGE puisque finalement c'était un dispositif très accessible, assez financièrement attractif. Et puis on ne savait pas où on allait de toute façon. Donc la priorité c'était de sécuriser l'activité. Donc de la même façon, on a pris les liquidités qui étaient disponibles, quitte ensuite à les rembourser. Moi, je voudrais revenir sur le sujet de l'humain, puisque tout à l'heure, je disais que finalement, ce qui a beaucoup changé, c'est le rapport aux équipes. Je pense qu'à l'avenir, ça va complètement transformer la façon de travailler. On le sait tous. Voilà, le distanciel est là et durablement installé dans l'organisation des entreprises. Et ça, c'est valable à l'international comme localement. Et je pense que ce temps de Covid qui a permis aux entreprises de réfléchir à leur stratégie, comme vous le disiez, a permis aussi aux collaborateurs de réfléchir au sens de leur métier. Alors moi, je suis dans la transformation digitale, donc parmi nous tous, je suis le plus touché par ce que le digital amène du point de vue de la croissance de mon activité, mais je suis aussi très très touché par ce qu'il amène parfois aussi de négatif, de perte de sens, de perte de contact, de relations. Et donc je crois que là on va chercher à trouver le meilleur de la valeur que le digital. Nous, c'est notre credo, c'est délivrer de la valeur digitale pour les personnes que sont en premier lieu nos clients, mais aussi collaborateurs, partenaires. Voilà, donc on a vu l'engouement dans le domaine de la santé pour les applications compagnons qui accompagnent les patients dans leur parcours de santé. C'est des choses qui se développent. Bon, c'était déjà émergent avant l'arrivée du Covid, mais ça accélère, puisque là, toutes les organisations se sont rendues compte qu'il fallait des outils pour être plus proche des problèmes, voilà, des difficultés. Donc, que ça soit au niveau des équipes comme au niveau de nos clients et des solutions qui sont mises en place, tout va beaucoup plus s'articuler autour du rapport à l'humain et de ce que le digital peut, là où il peut aider à retrouver du sens aux choses, à remettre en lien, à mettre de la conscience aussi sur les problèmes majeurs sur lesquels on s'est penché, parce que c'est une crise sanitaire, mais ça nous a aussi fait prendre conscience de la crise environnementale qui est là et qui, à mon sens, est bien plus importante et dramatique que cette crise sanitaire qu'on a réussi à régler de façon assez spectaculaire finalement en un an à peu près, quoi, un an, un peu plus, quoi. Alors là, je vais vous poser un peu une question à tous les trois. On a beaucoup parlé d'aide aux entreprises françaises, mais nous qui gérons un réseau d'expatriés et donc d'entrepreneurs français à l'étranger, on a quand même vu que ceux-là, ils étaient assez abandonnés parce qu'ils n'ont pas bénéficié de beaucoup d'aide, même si à un moment donné au Sénat, la représentante des Français de l'étranger a essayé de leur obtenir une aide. C'était quand même par rapport à tout ce dont ont bénéficié les chefs d'entreprise en France, symbolique. Et on s'est rendu compte qu'ils étaient assez isolés dans leur, à l'étranger. Est-ce que vous avez contribué psychologiquement, financièrement, ou vous avez joué un rôle sur cette population-là ? En intra, on l'a fait. On a eu la chance d'être dans un pays qui a levé des fonds, qui avait effectivement un soutien gouvernemental assez exceptionnel au niveau même mondial. Nos filiales en ont indirectement bénéficié, nos partenaires, nos distributeurs également. On a préfinancé un peu plus d'équipements, donc on a maintenu une activité dans la filière grâce à cette mobilisation. Après, pour le cas des Français expatriés, je connais un petit peu moins le sujet, et c'est vrai que c'est pas très normal quand on
on voit ce qu'on a été capable de faire en termes de mobilisation dans notre pays, que nos compatriotes qui, eux, ont fait le choix d'aller défendre les couleurs françaises à l'étranger soient aussi peu soutenus. Ça fait voilà. Et pour répondre à la question que vous posiez sur les habitudes, et là je vais faire un peu d'humour. Oui, après la Covid, on a tous des habitudes nouvelles, bonnes ou mauvaises. Parce qu'effectivement, comme disait Pierre, ça a été aussi un moment où on a pris parfois de mauvaises habitudes. Je vous en cite 2-3 ou pas ? Oh bah, il y a Elle peut pas répondre, elle est en télétravail, par exemple. On ne peut pas répondre, elle est en télétravail. Je suis désolé, voilà, ça on l'a entendu de la part de l'administration. Il y avait une espèce de, il n'y avait pas que la barrière en vinyle là, des caisses. Il y avait une espèce de barrière qui se montait où on perdait du sens et de la relation client. Donc voilà, on a de bonnes habitudes qui ont été prises. Effectivement, le télétravail, et ça, je pense que ça va rester sur l'utilisation des outils. Il y a aussi quelques mauvaises habitudes qu'il faudra revoir. Alors, je voudrais juste revenir, je suis d'accord sur le fait que la nature humaine, elle doit être positionnée au centre, et c'est bien autour d'elle que doit se faire l'innovation et pas l'inverse. Elle doit pas servir, la nature humaine ne doit pas servir l'innovation, mais c'est l'innovation qui sert la nature humaine. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas, et culturellement, on ne le comprend pas très bien. Ce que j'expliquais tout à l'heure avec la reconnaissance faciale en Chine, où c'est fondamental de pouvoir diriger les flux de ceux qui ont la température, de ceux qui ont le Covid, de ceux qui ont les yeux rouges, de ceux qui... On dirige les flux en amont. Nous, culturellement, c'est inacceptable. On peut pas imaginer ça. Mais pour revenir plus spécifiquement sur les entreprises et Français à l'étranger, il y a eu au départ, en effet, une prise de conscience qu'ils étaient non pas aidés du tout par la communauté française domestique, que localement, ils avaient droit à rien parce qu'ils étaient étrangers. Mais donc, il y a eu cette sénatrice qui s'est mobilisée et qui a quand même obtenu certains résultats. Voilà, elle y a contribué. Elle est conseillère du commerce extérieur. Donc, on a mis le réseau à contribution pour l'aider. Et du coup, il y a eu des concessions qui ont été quand même obtenues, notamment sur le pass sanitaire. C'est tout bête. Mais déjà, une harmonisation et les lobbies qui ont été mis en place pour qu'au niveau européen, déjà, un Français qui veut sortir, la France a été leader. Au mois de mai, on pouvait déjà arborer son pass européen sur son téléphone. C'est tout bête, mais rétablir des flux entre la France... un périmètre autour duquel il y a des conseillers du commerce extérieur franco-allemands qui ont hurlé à la mort quand les barrières ont été levées pour empêcher les gens de Forbach d'aller juste en face à Saarbrück parce que l'Allemagne mettait en place des mesures restrictives beaucoup plus fortes au niveau sanitaire. Donc il y a eu des élans de solidarité, mais conscientes des libertés et surtout de vouloir donner accès au transport pour les patrons d'entreprise pour qu'ils puissent notamment continuer à avoir un minimum de flux business auprès de leurs clients. Donc ça s'est fait et la France a été un des leaders. Donc on a des atouts aussi qu'on a su développer. Et tu veux peut-être... Oui, non, je vais juste rajouter encore une fois, alors comme on dit en américain, kudos, donc félicitations au gouvernement français, au service consulaire. Pour cette histoire de passe sanitaire, parce c'est un des premiers pays qui nous a permis de faire la conversion de nos cartes de vaccination américaines et pour les autres pays avec les vaccins reconnus dans le passe sanitaire. Moi, j'ai envoyé le jeudi soir, le vendredi matin, j'avais le QR code prêt à télécharger sur mon application. Ça a été un des gros sujets de tension et de discussion auprès des Français à l'étranger. Et l'administration française a été extrêmement réactive. Et je pense qu'ils ont été leaders, mais aussi cette crise sanitaire a permis à l'administration française de réaliser à quel point le réseau à l'étranger était puissant, était quelque chose sur lequel il fallait s'appuyer. Il le faisait déjà alors localement. On a d'excellents contacts avec Madame la consul Julie, bonjour, à Los Angeles, qui nous accueille quand on fait des réunions de CCE, de choses comme ça. Mais là, d'autant plus dans les services numériques de l'État, ça a été pris en compte, ça a été mis en place. Alors, quand on a la chance d'avoir et de vivre dans un pays et d'avoir la carte de résidence où on a pu bénéficier des aides locales qu'on a pu faire, et c'est vrai que les services consulaires avaient un petit budget là pour les situations extrêmes, pas pour les entreprises,
mais pour les familles qui étaient dans des situations extrêmement difficiles, sans revenus, sans rien, et ils ont pu aider ces familles-là et nous demander justement de faire remonter cette information. Donc, pas au niveau économique, mais en tout cas au niveau familial, ça a été très fort. Donc, je finirai juste sur une note, parce que je sais qu'on arrive à la fin de l'attention. Le digital, c'est super, ça nous permet de faire plein de choses, mais quand on voit une vidéo, quand mes enfants voient une vidéo de Disneyland ou du parc Astérix, ça les fait de faire juste une chose, c'est d'y aller. Ouais, bien sûr. Donc voilà, revenez nous voir, on vous attend aux États-Unis. Merci. Bon, on va devoir conclure. Je vous remercie chacun d'entre vous d'être venu sur ce plateau. En conclusion, on va quand même essayer d'être positif. On va venir déguster le vin chez Claude Vialat bientôt. Hein. On va être sûrement invité. Et puis, on retiendra quand même votre côté positif, c'est-à-dire qu'une remise en question humainement du style de vie, de sa façon de vivre, une entraide qui s'est quand même mis en place. Et donc, on espère un super rebond pour 2021-2022. Merci beaucoup. À la mêlée numérique.